Cette élection présidentielle historique en Égypte, première élection qui se veut libre et transparente. 11 candidats sont en lice. Avec nous ce soir sur ce plateau pour en parler, Robert Solé, écrivain franco-égyptien. Hussam El-Ghalini, vous êtes un activiste égyptien, membre fondateur de l'association du 25 janvier à Paris, mouvement de contestation de l'ancien régime. Tanguy Salin, journaliste qui a vécu 15 ans en Égypte. Et avec nous en duplex, on va le retrouver d'un instant à l'autre, Ahmed Hassan El Borrey, qui est ancien ministre du Travail dans le premier gouvernement post-Moubarak. Avant de reprendre notre débat, comment les Égyptiens vivent-ils cette journée historique? Eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter ces quelques témoignages. C'est la première fois dans l'histoire du pays depuis les pharaons qu'on choisit notre président. Aujourd'hui, nous avons le droit de choisir la personne que nous pensons être la meilleure. Je suis vraiment heureuse de ces élections car cela va nous aider à construire un nouveau pays. J'ai déjà voté avant pour les parlementaires, mais c'est la première fois que je vote pour une présidentielle. Je ne votais pas avant car je savais qu'il choisirait celui qu'il voudrait. Les années précédentes, j'avais décidé de ne pas voter. Je n'avais aucune confiance dans le système. Mais maintenant que la révolution est passée, j'ai le sentiment de pouvoir donner mon vote à la bonne personne et de la bonne manière. La seule chose qui m'attriste, c'est le fait de ne pas avoir de constitution. Et oui, Tanguy, ça n'est pas de constitution, on le disait tout à l'heure, donc il y a une certaine absurdité, on peut le dire, ce soir finalement à élire un président dont on ne connaîtra pas les prérogatives. Il y a un journaliste égyptien qui travaille pour le journal Al-Aram qui dit élire un président sans constitution, c'est comme signer un mariage sans contrat. Oui, c'est un petit peu ça. On a déjà élu un parlement sans constitution, donc finalement il y a une certaine cohérence. Mais quel est le sens finalement d'un scrutin alors qu'il n'y a pas de constitution ? Ça a été le débat depuis le début. Fallait-il faire la Constitution avant, c'est-à-dire quelque part ex nihilo, c'est-à-dire sans un pouvoir légitime pour faire cette Constitution, puisqu'il aurait fallu la faire sortir de nulle part, ou fallait-il avoir les élections d'abord et un pouvoir civil légitime qui pourrait faire une constitution qui a du sens. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la rédaction de cette constitution? Parce qu'il y a quand même une assemblée constituante qui a été nommée. Les Coptes, les libéraux se sont retirés de cette assemblée constituante au motif qu'il y avait trop d'islamistes. Donc aujourd'hui, on en est au point mort? On en est, en tout cas, officiellement au point mort, puisque l'armée a suspendu, la justice, pardon, a suspendu le processus de rédaction de la Constitution, en arguant effectivement du fait que le poids, que le Parlement n'avait pas à la désigner, ce qui était une façon de dire que les islamistes n'avaient pas à y être majoritaires. Et pourtant, les islamistes aujourd'hui sont majoritaires dans le pays, si on en croit les résultats des élections législatives. C'est le casse-tête de l'armée, notamment, puisque parler de la Constitution, c'est vrai que l'enjeu évident, le plus immédiat, le plus visible, c'est régime présidentiel ou régime parlementaire. Mais si un islamiste est élu président, ça deviendra presque secondaire, puisque de toute façon, ils détiendront tous les pouvoirs. Le vrai enjeu, celui qui fait que ça ralentit probablement le plus le processus, ce sont ces garanties que veut avoir l'armée d'être intouchable dans le futur régime, quel qu'il soit. Et ça, c'est une négociation qui dure depuis que Hosni Moubarak a été renversé et à laquelle il n'y a pas pour l'instant de sortie simple ou en tout cas de négociation facile. Donc de ce point de vue-là, tant que l'armée jugera qu'elle n'a pas un comité, une constituante ou un comité chargé de rédiger la Constitution qui soit capable d'accepter ses volontés, c'est vrai qu'il risque d'y avoir blocage. Et pourtant, il faudra bien en sortir d'une manière ou d'une autre. Hussam El-Ghalini, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Tanguy Salin? Voilà, je rajoutais un point, l'absence aussi de la Constitution renforce ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les militaires ne veulent pas une Constitution où c'est marqué texto. On peut revenir sur les privilèges économiques de l'armée. Donc là, ils jouent une carte un petit peu abstraite et obscure aussi, c'est qu'on va attendre les résultats pour pouvoir rédiger un texte constitutionnel selon les résultats. Premièrement. Et puis deuxièmement, ils ont quand même mis dans leur texte constitutionnel un article 28 qui rend les décisions de la commission électorale inattaquables. Donc je veux bien, moi je suis très content de voir les images qu'on a vues tout à l'heure, les gens qui sont heureux d'aller voter, mais je suis très sceptique sur l'honnêteté de ce scrutin, je suis très sceptique sur le bon déroulement de ce scrutin. On peut pas, moi je pense pas, je peux pas imaginer qu'on peut avoir des élections libres
ou qui se veulent libres sous la direction des militaires. Vu que le président actuel ou celui qui joue le rôle du président de l'État, c'est un ancien du régime. Tantawi, ministre de la Défense, 20 ans ministre de la Défense d'Hosni Moubarak. Militaire, comme Moubarak, comme tous les présidents en fait depuis Nasser. Et on a eu l'expérience de 1952 que quand les militaires sont arrivés en disant on va rester un bout de temps et puis après on va laisser le pouvoir. Et depuis 1952, ils sont toujours là. Donc moi je ne vois pas vraiment la possibilité de les dégager sans négocier avec eux. Sauf que les jeunes peut-être de Tahrir seront là encore pour demander à ce que les militaires dégagent comme ils le crient sur la place Tahrir. Ça va partir peut-être en clash. Je pense que c'est un peu le calcul des militaires, justement. Ils savent très bien que, depuis le début, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est marginaliser ces jeunes révolutionnaires. D'où, on a parlé quand même, c'est assez amusant, parce que l'an dernier, on a parlé beaucoup d'alliances entre l'armée et les frères musulmans, en vue des législatives. Et maintenant que les frères musulmans peuvent éventuellement gagner la présidentielle, on les présente comme les deux grands antagonistes. Donc il y a quand même un paradoxe là-dedans. Pourquoi ? Mais simplement parce que l'armée et les frères musulmans avaient un intérêt commun l'an dernier, qui était de briser un peu cet élan révolutionnaire. Les militaires pour que ça ne vienne pas jusqu'à eux, les frères musulmans pour pouvoir conserver leur position de force. Ce qui pose question par rapport au scrutin aujourd'hui, effectivement, c'est, bon, bien sûr que l'armée est au pouvoir et l'a géré de la même manière qu'elle a géré toute cette transition de manière extrêmement opaque et sans ligne directrice forcément compréhensible pour les Égyptiens. Mais le président de la commission électorale, cette commission électorale un peu intouchable, est lui-même un homme de l'ancien régime. Et puis il y a eu cette déclaration du Conseil suprême des forces armées hier ou avant-hier, qui était assez troublante. Alors c'est peut-être juste, il ne faut pas surinterpréter, mais qui disait « les Égyptiens vont devoir accepter le résultat des élections ». Alors ça peut tout simplement être un appel aux Égyptiens qui seront déçus à leur dire « voilà, c'est peut-être pas votre candidat qui sera élu, mais il faut l'accepter ». Mais dit tel que c'était, un peu à la militaire, ça avait un petit côté, vous n'allez pas aimer ce qui va vous arriver, mais ça va arriver quand même. Accepte-le. Robert Solé, ensuite on repart au Caire. Alors au-delà de tous ces débats, la population égyptienne elle-même, elle est à la fois très fière de voter, très heureuse. On voit toutes ces files d'hommes et de femmes séparés d'ailleurs, puisqu'on vote séparément en Égypte. Ça, c'est un côté très positif. C'est un des résultats quand même de ce qui s'est passé il y a 15 mois. Les gens ont pris la parole, une liberté d'expression, des débats publics, tout ça est très bien. Donc on ne peut pas dire que rien n'a changé, en tout cas, depuis la chute d'Hosni Moubarak. Mais tout a changé dans le pays. C'est un pays où tout a changé à la fois. Et même si l'ancien régime est en place, c'est ça qui est paradoxal. Et parallèlement, si vous voulez, cette population est fatiguée et inquiète. Fatiguée de ce qui s'est passé depuis 15 mois, tout ce chaos, toutes ces contradictions de tous les côtés, inquiète de la situation économique. Il ne faut pas oublier que la situation économique s'est dégradée en Égypte depuis 15 mois. On va le voir, 12% de chômage, un jeune sur 3 au chômage, absolument. Une croissance faible. Et puis des investisseurs qui hésitent à investir, des touristes qui hésitent à venir, etc. Et puis la population est inquiète aussi parce qu'il y a un climat d'insécurité en Égypte depuis 15 mois, parce que la police est déficiente, elle a été très atteinte par ce qui s'est passé, parce que des armes circulent, des armes venues de Libye ou d'ailleurs. Et tout ça crée un climat tout à fait paradoxal. On est très fiers d'aller voter, et on vote dans le calme d'ailleurs, jusqu'ici, on verra. Mais on est quand même très inquiet par ailleurs. Ahmed Hassan El Borey, toujours avec nous en direct du Caire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Solé lorsqu'il dit quand même que tout a changé depuis la chute d'Hosni Moubarak? Sans doute. Moi je crois que, et c'est ce que je dis pour le moment, au moins les Égyptiens n'ont plus peur comme auparavant. Cet État qui comptait plutôt sur le service secret, la police, l'État terroriste, n'existe plus. Mais ça n'empêche que, comme je viens de le dire, Robert Solé, nous avons beaucoup de difficultés. Sur le plan économique, sur le plan touristique, et même, pour le dire, sur le plan politique aussi, il y avait un vide politique terrible qui a été délaissé par l'ancien régime. Et nous essayons actuellement à remonter à un nouveau régime politique. Ce qui arrive difficilement, bien sûr, parce que les forces ne sont pas équilibrées. Et la feuille de route a conduit à ce que
les jeunes qui ont fait la révolution n'ont pas pu en profiter. Ils se sont fait voler leur révolution. Ni les révolutionnaires. Voilà. Tanguy Salin, est-ce que l'Égypte peut devenir un État islamique? C'est quand même la question qu'on se pose aussi ce soir. Les islamistes qui ont été majoritaires au Parlement, à eux deux, avec les salafistes, on le disait tout à l'heure, et les islamistes, 75% des sièges. Si demain ils remportent la présidentielle, est-ce que l'Égypte peut devenir un État islamique? Et si oui, qu'est-ce que ça changera? Ça dépend de ce qu'on appelle un État islamique et quel modèle on prend d'État islamique. Je ne pense pas que notamment les frères musulmans qui sont majoritaires au Parlement ne soient tentés par un modèle totalement théocratique. Ça serait contre-productif pour eux. Ils savent que l'Égypte, pour l'instant en tout cas, dépend quand même beaucoup de l'étranger, notamment du tourisme dont on a parlé. Ils savent qu'il leur faut ménager un certain nombre de facteurs, donc le tourisme, l'armée qui n'accepterait pas un État totalement théocratique, qui remettrait en question notamment cette alliance avec les États-Unis. Donc j'ai du mal à imaginer les frères musulmans adopter le modèle saoudien, plus qu'iranien, parce qu'on dit souvent, on parle du modèle iranien qui est l'Iran est chiite, l'Égypte est sunnite, donc ce serait plutôt le modèle saoudien qui pourrait éventuellement s'appliquer. Ce que disent les islamistes en tout cas... C'est plutôt inquiétant si vous dites que c'est plutôt le modèle saoudien qui pourrait s'appliquer. Non, c'est pas eux qui le disent. Ce que disent les islamistes, c'est qu'ils voudraient appliquer le modèle turc. Turc, d'accord. Qui là aussi est un peu une usurpation, parce que le modèle turc est quand même une structure d'État laïque, alors qu'en Égypte, ce n'est pas le cas. Il faut quand même rappeler, même si elle n'était pas appliquée telle quelle, que la charia était déjà la première source de la loi dans la constitution qui avait été adoptée par Anwar el-Sadat et qui était la constitution en vigueur sous Hosni Moubarak. Donc c'est pas quand même quelque chose de totalement nouveau. Donc s'il s'agit d'avoir la charia comme source principale de la loi, mais que c'est appliqué de la même façon que ça l'était à l'époque d'Hosni Moubarak, fondamentalement, ça ne fera pas une grande différence. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer demain, si les islamistes arrivent au pouvoir, que les femmes soient dans l'obligation d'être voilées, qu'on n'ait plus le droit à de l'alcool? Est-ce qu'on peut imaginer ça, Robert Solé? Jusqu'à il y a 15 mois, jusqu'à la chute de Moubarak, le slogan des frères musulmans, c'était « l'islam est la solution ». C'était écrit sur tous les murs d'Égypte, « l'islam est la solution ». Alors ils ont évolué depuis qu'ils ont gagné les élections législatives, depuis qu'ils approchent du pouvoir, ils sont obligés de nuancer leur position, ils ont eux-mêmes évolué, ils sont en effet obligés de tenir compte d'un certain nombre de paramètres, tenir compte de la situation économique, tenir compte du tourisme, tenir compte des alliances internationales, tenir compte des États-Unis, tenir compte de la rue elle-même, des gens qui ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi. Et les Égyptiens ne sont pas prêts à accepter ça? Quand on parle d'État islamique, il ne faut jamais oublier que ce pays compte aussi des non-musulmans. Il y a 10% de la population qui est chrétienne, qui est égyptienne et qui n'entend pas se soumettre comme ça à une loi théocratique quelconque. Hussein El Ghanini, vous qui avez été dans la rue au moment de la révolution Place Tahrir, vous qui y êtes encore, enfin, en tout cas cette jeunesse égyptienne pour dénoncer justement la mainmise du pouvoir par les militaires, est-ce que les islamistes vous font peur? Écoute, alors j'étais ici à Paris pendant oui, mais quand je dis vous, c'est la jeunesse que vous représentez, donc, la jeunesse égyptienne. Donc moi je voulais juste... alors moi je pense que ce mouvement de jeunesse refuse n'importe quel autre pharaon. Que ça soit islamiste, que ça soit laïque, que ça soit... On ne veut plus avoir un dirigeant qui mène tout dans ce pays-là. On a un mouvement de contestation qui était très fort. Et ce mouvement-là continue. Les élections présidentielles, je pense que c'est une parenthèse ou peut-être une étape dans la révolution égyptienne. Moi, je pense que la révolution va continuer même après les élections, parce que la révolution, elle était là pour la dignité humaine, elle était là pour la justice sociale. Tant qu'il n'y a pas ça, que ce soit un frère musulman, que ce soit un ancien du régime, que ce soit un candidat de la gauche, la révolution va continuer parce que les gens... Vous allez être vigilants, la jeunesse. On est là, on est présent. La société civile s'organise de mieux en mieux. Les jeunes s'organisent de mieux en mieux. Et moi, je suis plus optimiste. Peut-être en ce moment, je suis moins optimiste, mais dans 5 ans, je suis plus optimiste de cet élan de jeunesse qui va, je pense, changer les choses vraiment
en Égypte, parce que je ne pense pas que les choses ont changé en 15 mois. Ah, pour vous, les choses n'ont pas changé en 15 mois? N'ont pas changé, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus... Il y a effectivement le plafond de peur qui a été brisé. Les gens descendent dans la rue, ils disent ce qu'ils veulent et tout ça. Mais il y a la répression qui est plus violente que sous On rappelle qu'il y a quand même 12 000 civils qui ont été déférés devant des tribunaux militaires en Égypte. Plus 14 000. 14 000 aujourd'hui? Oui. 14 000 aujourd'hui, il y a 5 000 morts, il y a des milliers de blessés. Dès qu'il y a une contestation, que ce soit, on se rappelle de Mohamed Mahmoud, la rue Mohamed Mahmoud, ou le conseil des ministres, il y a eu quand même des attaques très violentes. On n'a jamais vu ça. Il y avait 30 morts, je crois, au mois de novembre dans la rue Mohamed Mahmoud. On n'avait jamais vu des militaires ou des agents de force de l'ordre qui déshabillaient des filles sur la place Tahrir. On n'avait jamais vu ça. On va retourner au Caire avant de nous quitter. On vous retrouve Ahmed Hassan El Borey. Est-ce que vous pensez, vous également, comme Hussein Al-Ghanimi, que la révolution va continuer? Il y a ces élections en ce moment, mais que cette révolution va continuer. C'est cette révolution peut-être qui permettra à l'Égypte d'aller au fur et à mesure sur la voie de la démocratie. Est-ce que c'est votre sentiment également? Écoutez, moi je voudrais d'abord, avant de vous répondre à votre question, confirmer ce que viennent de dire mes trois collègues au studio, M. Solé, M. Salin et El Ghanimi. Vous parlez de l'Égypte islamiste. Bien sûr, il faut savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez dire par islamiste? Mais je voudrais attirer l'attention surtout que l'Égypte a une tradition culturelle très ancienne et que nous, au début du XXe siècle, nous avons eu une renaissance qui a ouvert l'Égypte beaucoup plus. L'Égypte était toujours ouverte vers l'Europe et vers la Méditerranée. Il est la base culturelle du monde arabe. Alors là, si on dit que la charia est la source du droit, elle a été toujours comme ça en Égypte, mais il n'a rien changé des habitudes ni des libertés des Égyptiens. Monsieur El Borey, on doit rendre l'antenne. Vraiment, si vous pouviez répondre de manière très brève à ma question, est-ce qu'on peut compter, selon vous, sur la jeunesse de la place Tahrir pour... Moi, je crois que cette révolution va continuer. Elle ne peut plus s'arrêter. Notamment qu'il y a 50% d'Égyptiens qui ont moins de 35 ans. Merci beaucoup. La révolution donc, qui va continuer en Égypte, si je vous entends bien, les uns et les autres. En Tanguy Salin, vous avez l'air un peu, je sais pas, vous avez l'air de douter un tout petit peu. Je pense que c'est de plus en plus difficile de mobiliser, mais je sais qu'ils resteront mobilisés. Ils resteront mobilisés sur la place Tahrir. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24. Merci également à vous, Monsieur El Borey, d'avoir été avec nous en direct du Caire. Très belle soirée. Je vous retrouve demain à 19h10 pour un nouveau débat sur notre antenne. France 24 se met à l'heure des législatives. Chaque lundi, le journaliste et le politologue s'affrontent dans un face-à-face sans détour. Législative 2012, le face-à-face, le rendez-vous incontournable de la campagne qui réunit David Revaud-Dallon, Jean-Marc Lèche et Roselyne Febvre. Législative 2012, le face-à-face, tous les lundis à 9h40, heure de Paris, sur France 24.